20h30 à Paris, alors que vous apercevez Richard Verly, parce que c'est lui effectivement qui va nous accompagner avec Gauthier Ribinski pour On va plus loin, la suite de l'essentiel. Donc Richard Verly, correspondant France-Europe du quotidien suisse Blick, et Gauthier Ribinski, éditorialiste de politique internationale de la rédaction. Emmanuel Macron est arrivé à Damas, la capitale syrienne, 2 jours de visite, au cours de laquelle le président français rencontrera le dirigeant syrien Ahmed al-Shara, premier déplacement d'un chef d'État de l'Union européenne dans le pays depuis la chute de Bachar al-Assad. Une marée humaine à Téhéran. Les Iraniens rendent hommage à Ali Khamenei, l'ancien guide suprême tué par une frappe américano-israélienne dans les cortèges des slogans anti-Donald Trump. Voilà, je te présente. Drapeaux français et syriens cohabitent à Damas, la capitale syrienne, où est en visite dès ce lundi Emmanuel Macron. La première dans le pays d'un président français en 17 ans. La première aussi d'un chef d'État de l'Union européenne depuis que Bachar al-Assad a été chassé du pouvoir en décembre 2024. Marc Pope. Un mois à peine après la chute de Bachar el-Assad, Paris est déjà aux avant-postes. Le ministre des Affaires étrangères rencontre à Damas le nouveau dirigeant syrien en compagnie de son homologue allemande, signe que la France cherche à faire de la Syrie un soutien dans la région pour lutter contre le terrorisme. Quelques jours plus tard, à Paris, se tient la 3e conférence internationale pour la Syrie, dirigée par Emmanuel Macron. Nous appelons à un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien, y compris dans le nord et le nord-est, comme à la fin des ingérences étrangères, y compris dans le sud. L'objectif prioritaire, cette sécurité, c'est de faire en sorte que la Syrie ne redevienne pas une plateforme logistique pour les milices liées à l'Iran et qui participe de son agenda de déstabilisation régionale. Pour accompagner la transition syrienne, Emmanuel Macron fait également le pari d'inviter Ahmed al-Shara à l'Elysée en mai 2025, et ce malgré son passé de chef djihadiste. Dans la normalisation du nouveau pouvoir syrien, le président français se veut le moteur. Il contribue notamment à mettre le pied à l'étrier du dirigeant syrien sur la scène internationale. L'intérêt de tous, y compris l'intérêt des Américains, est aujourd'hui de réfléchir et plutôt d'agir pour nous accompagner dans la levée des sanctions à l'égard du peuple syrien et de tarder au maximum pour le retrait de ses forces en Syrie, parce que simplement la question sécuritaire demeure. Une stratégie payante. En novembre 2025, Donald Trump reçoit finalement Ahmed al-Shara à Washington et annonce la levée des sanctions américaines. Paris cherche aussi à protéger les Kurdes, ses anciens alliés, dans la lutte contre l'organisation État islamique. Après d'importantes tensions avec Damas, un accord a finalement été conclu pour leur intégration à l'État syrien. Un accord sur le respect duquel Emmanuel Macron se veut très vigilant. L'Élysée aussi s'est voulu très vigilante, Richard, sur cette visite. Il y a eu très peu d'informations qui ont filtré, puisque c'est la présidence syrienne qui l'a annoncé. Il n'y avait pas de confirmation, même pas de date évoquée. Et on ne sait d'ailleurs toujours pas le programme, finalement. Ça montre que la sécurité, ça reste encore un défi, évidemment. Oui, incontestablement. Et puis, il y a quand même, je dirais, le calendrier qui est extrêmement symbolique. Emmanuel Macron se rend en Syrie juste avant d'aller au sommet de l'OTAN, qui se tient à Ankara, en Turquie. Or, la Turquie est le grand protecteur de Ahmed el-Shara, puisque c'est elle, en quelque sorte, qui a contribué à l'installer au pouvoir en armant sa milice rebelle. Donc, on est dans un contexte géopolitique. Vous ajoutez à ça le Liban, sur lequel la France a un œil particulier, et on connaît l'historique entre la Syrie et le Liban. Vous regardez, vous dézoomez un peu plus et vous arrivez à l'Iran et à toute la question de la déflagration du Golfe Persique. Donc, il est évident que c'est un voyage à haut risque. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Ahmed el-Shara peut donner comme garantie ? Parce que la réalité, c'est qu'il peut, cet ancien chef djihadiste, promettre beaucoup. Il a le soutien de Donald Trump qui voit en lui un homme fort. D'ailleurs, Donald Trump l'avait dit. Mais au-delà des promesses, quelle garantie peut-il donner ? On a bien vu qu'en termes, vous le disiez, c'était dit dans le reportage, de convulsions communautaires entre les Kurdes, les Arabes musulmans, les chrétiens, les Druzes. Eh bien, son gouvernement s'est très vite trouvé dépassé, voire peut-être instrumentalisé par des rangs plus fondamentalistes dans son sein. Gauthier, quand Emmanuel Macron se rapproche ainsi, alors on a vu cette visite à l'Élysée, il y a ce déplacement à Damas, quand il se rapproche ainsi d'Ahmed al-Shara, de fait, il réhabilite le pouvoir syrien. Est-ce que c'est un pari risqué de la part du président français ? C'est une constante un peu de
diplomatie française, parce que en ce qui concerne la Syrie, la France a soutenu les pouvoirs syriens au nom d'une stabilité qui lui paraissait essentielle. C'est comme ça que Hafez el-Assad, qui était quand même un despote, un tyran, et avec du sang sur les mains, a été soutenu par la France. Bachar al-Assad également, et on avait même dit, vous allez voir, il est différent. Alors il y a eu ce qu'on a appelé le printemps de Damas, qui a fait croire que, mais il a continué à être soutenu après avoir démontré la nature réelle de son personnage et du régime. Et aujourd'hui, il y a encore cette idée qu'il faut être premier pour pouvoir initier des choses, et que d'une certaine manière, vous avez dit, Richard a dit que Donald Trump le considérait comme un homme fort. Est-ce que ça suffit ? Manifestement, pour un certain nombre de cercles du pouvoir français, oui. On fait le pari que la stabilité est amendable, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a quelque chose de solide, on peut essayer de faire bouger le curseur. L'exemple de la Russie prouve exactement le contraire. Mais là, en Syrie, il y a quelque chose de particulier, c'est que le printemps syrien, tel qu'il a été, a marqué aussi une grande difficulté pour la France ou d'autres puissances qui voulaient trouver la bonne organisation sur laquelle miser. Et ça, c'était extrêmement compliqué. Et donc, il y a cette volonté de se placer comme stabilisateur et de miser sur la stabilisation. Écoutez, soyons francs, quand on a été djihadiste, j'allais pas dire qu'on l'est pour toujours, mais enfin, vous vous souvenez de ce qui avait été les propos de Trump, justement, et même d'autres à propos des talibans à Kaboul, avant qu'ils ne reviennent. Trump avait dit « Nous avons trouvé des bons talibans ». Et nous sommes d'accord pour qu'il y ait, qu'on respecte le droit à l'éducation des petites filles et des femmes, etc., etc. La suite, vous la connaissez. Richard, sur le fait de ces gages finalement de stabilité, aussi de réhabilitation donnés par Ahmed al-Shara, ça veut dire que depuis décembre 2024, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a su montrer patte blanche, si je puis dire, pour être suffisamment crédible au vu des dirigeants? Alors, je crois que s'il y a une chose qui est acquise aujourd'hui, c'est son talent diplomatique et politique. C'est incontestable. N'oublions pas quand même qu'il a un parrain puissant. C'est le Turc Erdogan, qui, je le répète, reçoit le sommet de l'OTAN, qui lui aussi est considéré par Donald Trump comme un de ces hommes forts à qui on peut faire confiance. Ça pèse. Mais ce qui est certain, c'est qu'Ahmad al-Shara, je dirais, il a très bien manœuvré sur deux terrains qui étaient pas simple. Le premier terrain, c'est qu'il a laissé entendre qu'il allait réformer, qu'il ne se transformerait pas en dictateur pur et simple, en dictateur islamiste pur et simple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pour l'instant, on n'en sait trop rien, mais il maintient cette zone grise où on peut lui accorder ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a eu, notamment, je parlais de ces clashs communautaires avec les Druzes, avec les chrétiens, il faut reconnaître que assez vite, lui, il est intervenu. Il est intervenu, donc il a compris qu'il y avait urgence. Il est intervenu, y compris contre certaines de ses troupes qui étaient directement engagées dans ces agressions, dans ces massacres. D'ailleurs, il y a eu des massacres dans la région de Latakia, qui était le fief de Bachar el-Assad. Donc voilà, je pense qu'on peut le créditer de ces deux choses. Il est réactif. Il comprend l'urgence. Et deuxièmement, il sait maintenir une zone grise où on lui fait confiance, mais il faut reconnaître qu'on n'a pas le choix. Oui, tout à fait dans ce sens-là. Ce qui est en train de créer al-Shara, c'est aussi un modèle. Et c'est là qu'il y a quelque chose à la fois d'intéressant et peut-être d'inquiétant, c'est que ce qu'on a vu par le passé, notamment avec Daesh dans la zone irako-syrienne, c'était certes la volonté d'instaurer une structure dite étatique, mais qui ne fonctionnait pas, de fait, parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait, parce qu'il n'y avait pas d'unité de commandement politique, parce qu'il manquait des tas de choses. Donc, il y avait simplement une fiction. Alors que là, ce qu'essaye de faire al-Shara, c'est un véritable, bien sûr, de reconstruire la Syrie, de sorte que ça peut faire tache d'huile, ça peut faire école avec d'autres mouvements qui se diront, tiens, au fond, la propagation en quelque sorte de l'islamisme passe par non pas forcément la guerre ou le combat ou le djihad, mais cette manière de construire un État qui certes réussit sur un plan matériel, mais qui en même temps maintient sous la gangue les citoyens et les personnes de ce pays. Donc il faut suivre en même temps non seulement l'activité d'Al-Shara, mais aussi celle de ceux qui vont comprendre la Syrie comme un modèle à imiter.
Pourquoi, d'après vous, Richard, le président français se tourne à ce point vers la Syrie? Pourquoi il vient l'Élysée dit ce soir qu'on vient prôner une Syrie libre, plurielle, respectueuse de chacune de ses composantes. Bon, on est dans le langage diplomatique. Emmanuel Macron, on le sait, il est très soucieux de la parole française, de faire comprendre au monde entier que la France a encore une parole indépendante, différente de celle des États-Unis. Donc, de ce point de vue, en faisant ce message démocratique à la Syrie, il diffère d'un Donald Trump qui, lui, dit si vous êtes un homme fort capable de gérer votre pays, ça me convient. Cela dit, quels sont les instruments dont dispose Emmanuel Macron pour s'assurer que ces paroles produiront des effets? Aucun, il faut bien le reconnaître. Non, je crois qu'il y a deux autres éléments. D'abord, il y a le Liban. Évidemment, le Liban, c'est depuis le début de la présidence Macron, le dossier international sur lequel Emmanuel Macron s'est absolument investi. Et n'oublions pas qu'il y a maintenant une proposition sur la table, c'est celle d'une force franco-italienne dans le sud qui remplacerait la FINUL à expiration de son mandat en décembre. Pour ça, il faut des assurances, je dirais, de tous les groupes susceptibles de parasiter le déploiement de cette force. Et en Syrie, il y a pas mal de groupes de ce genre, le passé l'a montré. Et puis, il y a quand même un dossier, ne l'oublions pas, un dossier qui a été jugé par la justice, c'est le dossier Lafarge. Rappelez-vous quand même les dirigeants de Lafarge qui ont été condamnés. C'est un dossier qui se passe en Syrie. C'est un dossier, M. Al-Shara, à l'époque, était dans la rébellion islamique. On a d'ailleurs condamné les dirigeants de Lafarge pour avoir financé l'islamisme. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a encore quelques ramifications souterraines qu'il faudrait clarifier avec ce régime maintenant que Al-Shara est au pouvoir. Sur le Liban, Gauthier, la carte libanaise, c'est ce que vient jouer aussi Emmanuel Macron à Damas. Oui, parce qu'effectivement, il y a cet attachement au Liban. Il y a aussi, vous le savez, dans beaucoup de milieux de la droite française, cet attachement aux chrétiens du Liban. Ça, c'est quelque chose qui est fort, même si on connaît l'histoire notamment des phalanges libanaises. C'est pas forcément très reluisant, mais donc cet attachement est là. Et puis, par rapport à la Syrie, l'idée que si on recentre les efforts sur la Syrie et la vie de ses citoyens, eh bien, il pourrait y avoir une véritable césure entre la Syrie et le Liban, c'est-à-dire, au fond, l'arrêt d'un impérialisme syrien qui viendrait, qui phagocyte depuis plusieurs décennies les choix difficiles, parfois cas du Liban, et qui phagocyte aussi, qui nuit au Liban, et donc à sa reconnaissance de souveraineté, etc. Donc là, il y a une carte à jouer en disant, au fond, nous, on vous soutient, on soutient la nouvelle Syrie, mais de grâce, enlevez vos mains du Liban. Donc ça peut être une carte à jouer de la sorte, oui. Il y a Donald Trump, on évoquait évidemment son rôle. Donald Trump, qui, on le rappelle, a aidé à lever les sanctions contre la Syrie. Donald Trump, dont qui voudrait que aussi Ahmed El-Shara joue précisément un rôle au Liban. Est-ce que la Syrie peut aider à ce fameux désarmement du Hezbollah dont on parle beaucoup et qui est une condition posée comme ça sur la table? Écoutez, dans le passé, jusqu'à une date récente, l'armement iranien à destination du Hezbollah libanais passait par la Syrie. Donc tous les couloirs d'approvisionnement, j'allais dire toutes les structures de commandement passaient par la Syrie. Donc il faut avoir l'assurance que tout ça va être démantelé. Or, on le dit, et le président Al-Shara peut le promettre, mais derrière tout ça, il y a aussi des questions d'argent, des questions d'allégeance personnelle, de clan. Tout ça ne se résout pas d'une simple consigne présidentielle. En ce qui concerne Donald Trump, il a pour lui, le président américain, la simplicité de ses arguments et de sa vision du monde. Lui, il veut des hommes forts qui obéissent à l'Amérique. Un point, c'est tout. À partir du moment où Ahmed Al-Shara sera un homme fort qui obéit à l'Amérique et qui renonce à exporter son djihad, en tout cas, soit vers les bases américaines, soit vers les États-Unis, parce que le reste de Donald Trump n'y est pas très attentif, ça lui convient. C'est quand même beaucoup plus simple de parler à des dirigeants comme Al-Shara ce type de langage que le langage, on va dire, démocratique et vertueux d'Emmanuel Macron. Sauf que, Gauthier, Ahmed Al-Shara s'est montré assez prudent finalement jusqu'ici, parce que la Syrie a été assez discrète dans tous les dossiers qui occupent le Moyen-Orient actuellement. Mais justement, parce que je pense qu'il est conscient du fait qu'il n'y a
dans l'immédiat que des coups à prendre. Et que effectivement un développement de la Syrie et qui ne propagerait pas le djihad au sens où on l'entend traditionnellement, mais qui justement servirait de référence à un certain nombre d'autres pays avec les mêmes tendances politiques accédant au pouvoir, eh bien ça c'est finalement beaucoup plus intéressant. Si vous cherchez des zones d'influence et qu'au fond vous arrivez à les bâtir par le modèle que vous représentez, quel que soit ce modèle, c'est à la fois plus facile et plus gratifiant que, comme le fait Poutine pour récupérer sa zone d'influence, il essaye de récupérer l'Ukraine. Si vous voulez, là, il y a une forme d'intelligence politique, comme disait Richard tout à l'heure, qui propulse le personnage, d'ailleurs, oui, hors champ de vision de Trump, ça c'est clair, si ce n'est l'exigence de l'homme fort au pouvoir, mais qui propulse Al-Shara comme étant un personnage précisément capable de devenir, c'est-à-dire capable d'évoluer, et qu'à partir de là, il faut être soi-même, justement, à même de, bien finalement, de guider ce parcours pour que le personnage ne retombe pas dans ce qu'il était. Mais là aussi, c'est vrai que les factions... regardez comment l'armée syrienne libre, par exemple, du printemps syrien, a été... pas démantelé, mais récupéré, entre autres par la Turquie, par des phénomènes de transfert de fonds, etc., alors que cette armée syrienne libre avait donné le sentiment d'être, au fond, le fleuron de cette révolution. Donc, c'est vrai que ces factions, à la fois morcelées par les conflits de fonds, de finances, et par des conflits idéologiques. On va voir aussi comment ça se passe pour un Al-Shara lorsqu'il dira respectons les États-Unis. C'est pas du tout certain que dans ses rangs on admette ça. Cette nouvelle Syrie d'Ahmed Al-Shara qui a désormais aussi un ennemi commun avec Israël, l'Iran, que Donald Trump là aussi tient un rapprochement entre Israël et la Syrie. Est-ce que Richard, il peut compter sur un rapprochement avec Ahmed Al-Shara pour venir normaliser ces relations entre la Syrie et Israël? En tout cas, il veut s'assurer, je pense, du fait que Al-Shara ne fera rien dérailler et acceptera de prendre un certain nombre de coups d'Israël sans riposter, parce que c'est quand même ça la réalité. Al-Shara a pris des coups. Les Israéliens ont pilonné des positions syriennes, ils ont détruit des bases syriennes, c'était des actes de guerre qui auraient justifié une riposte syrienne. Et donc là, je pense que les États-Unis disent à Al-Shara, vous devez encaisser, ne ripostez pas, nous, en échange, on vous garantit quelque part votre poste et le maintien au gouvernement. Ça me semble être le deal. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Al-Shara vis-à-vis d'Israël? Est-ce que, en gros, il y aurait de la graine d'accord d'Abraham? À mon avis, c'est sans doute ce que pense Trump, parce que Trump, il voudrait vendre ses accords d'Abraham à tout le monde, il les a en bandoulière. Je crois quand même, là, pour le coup, qu'on en est très loin. Ouais. On en est très loin, hein, Gauthier. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'abord que on a bien vu par le passé comme aujourd'hui que Israël parfois agit non pas dans l'intérêt général mais dans son propre intérêt. C'est-à-dire que ça amène l'État hébreu à nouer parfois des alliances de circonstances avec, j'allais dire, les affreux. Donc il peut y avoir chez Israël cette tentation d'adouber un homme parce qu'il représenterait une stabilité. Et quant à ce que disait Richard sur le fait de se mettre en retrait quand il y a des bombardements israéliens, c'est une vieille tradition syrienne pour d'autres raisons. C'est que souvent le régime de Bachar al-Assad, par exemple, ne disait rien quand il y avait des bombardements israéliens parce que c'eût été trop infamant pour la direction de Damas de reconnaître que les Israéliens pouvaient bombarder comme ils le voulaient. On va parler de l'Iran avec ces centaines de milliers de personnes qui étaient rassemblées à Téhéran, la capitale iranienne, pour rendre hommage aujourd'hui à Ali Khamenei, tué le 28 février de frappe américano-israélienne. Les funérailles de l'ancien guide suprême qui se poursuivent, donc on en est au 3e jour d'obsèques, et ce en l'absence de son fils et successeur Mojtaba Khamenei. On fait le point avec notre correspondant à Téhéran, Siavash Ghazi. Écoutez, il y a une mobilisation énorme de la population pour participer à ces funérailles. Le cortège a commencé, donc a démarré à 6 heures du matin sur la place Imam Hossein à l'est de Téhéran pour aller jusqu'à la place Azadi et ensuite continuer là entre les deux places. Il y a 12 à 13 kilomètres. Et ensuite pour continuer sur une vingtaine de kilomètres encore. Donc un cortège particulièrement dense. Moi-même, j'ai dû
dû passer à travers cette foule compacte sur 5 kilomètres pour atteindre la place Azadi, pour monter dans la tour d'Azadi pour faire des images. Et j'ai dû, donc sur 5 kilomètres, j'ai dû au moins dire 4000 fois, excusez-moi, je suis journaliste, pour prendre la foule et avancer. Ça m'a pris 2 heures pour faire ces 5 kilomètres, pour vous donner une idée de cette foule compacte qui était présente. Sinon, j'aurais dû mettre au moins 6 ou 7 heures. Et donc, énormément de gens sont venus participer, des gens en pleurs, des gens qui se frappaient la tête, la poitrine, et beaucoup reprenaient avec force les slogans pour demander vengeance, pour demander que Donald Trump et Benjamin Netanyahu payent le prix du sang de l'ancien guide suprême iranien versé. Et donc, avec beaucoup de drapeaux iraniens, mais des drapeaux rouges qui représentent le martyr de l'imam Hossein, qui est vénéré par les musulmans chiites, qui a été tué dans la bataille de Karbala. Richard, Siavosh évoquait ces slogans anti-Trump. C'est aussi ces funérailles une manière pour le régime de montrer les muscles, de dire voilà, les États-Unis, on est là et on est bien là. C'est une évidente démonstration de force, et je dirais particulièrement aujourd'hui à Téhéran, parce que si les chiffres avancés sont justes, des centaines de milliers de personnes, c'est quand même très significatif. Alors attention, il y a 2 choses qu'il faut toujours répéter. D'abord, tous ces gens sont pour une partie d'entre eux sans doute obligés de venir, parce qu'ils sont surveillés par leurs voisins, par leur comité de quartier, et s'ils n'y allaient pas, ils en subiraient les conséquences. Et puis il y a tout ce qui se passe hors champ. Ce qu'on ne voit pas, ce que les caméras ne montrent pas, et rappelons que la population iranienne s'est soulevée il y a encore quelques mois, et elle en a payé le prix très durement. Mais néanmoins, de toute manière, ce type de régime fonctionne toujours comme ça, par des démonstrations de force avec des gens qui viennent très souvent forcer. Eh bien là, qui aurait pensé, posons-nous la question, le 29 février, on apprend que Ali Khamenei est tué, que son fils Mojtaba, semble-t-il, est blessé, on ne l'a toujours pas vu, c'est la grande question. Que la femme de Mojtaba Khamenei et la mère, c'est-à-dire l'épouse de Ali Khamenei, ont été tuées également. Qui aurait pensé qu'il y aurait des funérailles nationales de cette ampleur ? On pensait tous, et c'est sans doute ce que pensait Donald Trump, que le régime allait se disloquer et que peut-être on ne retrouverait même pas la dépouille d'Ali Khamenei. Eh bien non, c'est un régime qui tient, qui est solide et qui le montre, parce que là quand même, au vu de l'affluence, on peut parler d'un régime solide. Régime solide, Gauthier, avec un Mojtaba Khamenei, Richard le mentionnait à l'instant, toujours absent, on ne l'a pas vu. Oui, alors ça aussi, sur une forme de docilité de la population iranienne, c'est assez remarquable, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas vu le chef, et pourtant il continue d'être non seulement adoubé, mais aimé. Et là, il y a quelque chose sur cette mobilisation actuelle qui est frappant, c'est, j'allais dire, le paradoxe. Le paradoxe, c'est que un certain nombre d'Iraniens ont souhaité l'aide américaine. Et souvenez-vous, Donald Trump avait dit « tenez bon, on arrive ». Bon, les gens ont été payés de promesses qui n'ont pas été tenues. Mais d'un autre côté, beaucoup ont dit « c'est à nous de nous libérer et non pas aux Américains de venir nous bombarder ». Et donc, si vous voulez, comme rien n'a été réalisé dans ces 2 cas de figure, il y a cette animosité vis-à-vis des Américains qui peut conduire... Et je suis d'accord avec Richard, il y a ceux qui viennent en service commandé, on est d'accord, mais qui peut conduire à une forme de ciment à nouveau face à une adversité qui n'est pas monolithique. L'adversité, c'est certes le pouvoir, mais c'est aussi les autres qui n'ont pas rempli leur part de contrat. Vous savez très bien, par exemple, que le nucléaire aussi en Iran, peut-être moins maintenant, mais pendant longtemps, a été un sujet de consensus. C'est-à-dire que même des personnes qui étaient opposées au pouvoir disaient « mais ça, c'est une question non seulement de fierté nationale, mais d'indépendance, et donc on ne peut pas critiquer le régime des mollahs pour cela ». Donc c'est ça aussi. C'est comme Richard disait, il y a eu ces massacres, et il y a cette idée qu'au fond, les Iraniens ne peuvent compter que sur eux-mêmes, vu la débandade de l'Ouest, au fond, l'Occident, et ça donne des effets momentanément paradoxaux, c'est-à-dire cette idée que finalement l'Iran doit faire face
seul, et que s'il faut pendant quelque temps donner le sentiment, ou même la certitude, d'une fédération, de quelque chose de soudé, bien, il faut le faire. Et c'est particulièrement important dans ce moment où on voit que les négociations depuis 2 mois sont sur pause. Enfin, sur pause en tout cas, elles n'ont abouti à pas grand-chose. Alors, c'est difficile à dire pour les négociations, puisqu'on comprend qu'il y a des comités techniques qui ont été constitués, que ces comités continuent de travailler. Mais ce qui est important, c'est que ces funérailles permettent au sein du pouvoir un certain nombre de clarifications. Et la clarification la plus nette, c'est quand on a vu Ahmad Vaidi, le chef des gardiens de la Révolution, qui se cachait jusqu'à présent pour ne pas être tué par les Américains, qui s'est même payé le luxe d'un bain de foule. Je dis payer le luxe parce que ça peut même être une erreur sécuritaire importante, parce que les Israéliens, bien évidemment, ont scanné tous les visages de ceux qui étaient autour de lui, tous les agents qu'il protégeait. Eh bien, il le fait. Pour le faire, ça veut dire qu'il a vraiment le sentiment qu'il tient l'appareil, et quand qui dit tient l'appareil, il tient aussi les négociateurs. Les négociateurs, c'est le président du Parlement, vous savez, qui a été interrompu récemment à la télévision, c'est le président Pezeshkian et c'est le ministre des Affaires étrangères. On peut quand même considérer qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui organisent ces funérailles et ces commémorations. Un mot peut-être, Gauthier, très rapidement sur ces Oui, non, tout à négociations. fait. Vous savez, c'est ce qu'on appelle en Angleterre le shadow cabinet. C'est qu'en Iran, il y avait aussi une double nomenclature qui était prête à prendre le relais sitôt un certain nombre d'eux étaient incapables ou dans l'empêchement, tués ou etc. Et donc cette double, cette copie du pouvoir prête à prendre les rênes, c'est une copie qui est beaucoup plus favorable aux gardiens de la Révolution, non seulement pour des raisons idéologiques, mais aussi parce que les gardiens de la Révolution sont les plus gros percepteurs de l'argent public, et que là aussi il y a un enjeu capital pour eux. Et n'oublions pas une chose quand même, c'est que tout ça n'est possible que grâce à Donald Trump. Oui. Parce que Donald Trump, à tout moment, les Américains et les Israéliens contrôlent toujours le ciel de l'Iran. À tout moment, il pourrait frapper, à tout moment, il pourrait, pardonnez-moi, dégommer un certain nombre de ses dirigeants. C'est plus difficile quand il y a une foule de cette importance. Mais Donald Trump l'a dit, vous savez, il a dit « je les laisse faire parce que nous sommes », je ne sais pas s'il a dit « nous sommes sympas » ou « ils sont sympas », mais n'oublions pas que ça, c'est une cérémonie tolérée par les États-Unis. Merci beaucoup Richard Verly, merci également à vous Gauthier Rybinski, vous restez avec nous. On va plus loin, c'est fini, mais l'essentiel ça continue. Dans un instant on reviendra sur ces incendies qui touchent le sud de la France, les Pyrénées-Orientales particulièrement. Plus de 4600 hectares ont déjà brûlé depuis samedi. À tout de suite. Retrouvez la météo avec EFI. Isolation, pompe à chaleur, climatisation, tout pour garder votre maison fraîche et confortable en toute saison. Vivez mieux votre été avec EFI. Retrouvez la météo en toute sérénité avec Yomoni. Yomoni, gestion de patrimoine en ETF.